Le design thinking, buzzword ou approche novatrice, je vous dirai les deux, mon capitaine. Buzzword parce que en France, tout le monde veut faire du design thinking et sans comprendre forcément que c'est lié à un projet avec des phases spécifiques. Et puis approche novatrice, oui, puisqu'on est dans l'innovation, même si c'est une approche qui date des années 90 et qui a même ses racines dans les années 50. Le design thinking, c'est un état d'esprit et c'est une méthode d'intelligence collective pour pouvoir créer de l'innovation en étant proche de l'utilisateur final. Ça s'adresse aussi bien aux entreprises de toute taille qu'aux institutions publiques, que aussi aux associations. Ça permet de créer ou de recréer, renouveler un produit, un service, un site internet par exemple, une application mobile. Ça peut être aussi un lieu, que ce soit un bureau, mais ça peut aussi marcher pour un quartier d'une ville. Ça marche aussi pour l'amélioration d'un service client ou d'un service utilisateur. Et puis, ça sert aussi à améliorer une expérience, un processus qui soit interne ou externe. Globalement, le qui fait quoi. Ça sert dans toutes les situations où on a un projet qui est complexe, avec beaucoup de parties prenantes. Et le design thinking est divisé en 5 phases, très simples. La première phase, c'est l'immersion et l'empathie, qui elle-même est divisée en 2 parties. La première partie, c'est on va rester au bureau, on va essayer de découvrir l'état de l'art, de vraiment comprendre l'état des lieux de notre projet, de notre sujet. On va pouvoir faire un benchmark, on va pouvoir ressortir des statistiques, on va pouvoir s'inspirer de plein de choses. Et puis une fois qu'on a compris tout ça, on va pouvoir aller sur le terrain, ça c'est la deuxième phase de l'immersion et empathie. Et sur le terrain, on va poser des questions, prendre des photos, s'imprégner de ce qui se passe, de notre sujet, pour essayer de se dire, en fait, je pars de plus rien, je sais que je ne sais plus rien, et on va essayer de recomprendre à nouveau pourquoi on est sur ce sujet-là, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. La deuxième phase du design thinking, c'est l'analyse. Avec toutes les informations que l'on a prises sur le terrain, on va essayer d'analyser tout ça. C'est là où on va faire des personas, on va essayer de prioriser les choses les plus importantes. Et une fois qu'on aura réussi à se dire, voilà les choses les plus importantes, on va pouvoir brainstormer. Et ça, c'est la phase d'idéation. Avec des brainstorming qui peuvent être plus ou moins longs en fonction du sujet, en fonction du participant, en fonction du temps qu'on a aussi. Et puis, une fois qu'on a sélectionné et priorisé les idées, on va pouvoir les prototyper avec cette idée de pouvoir faire des POC, donc c'est-à-dire des petits prototypes, qui vont créer des preuves de concept, qui vont être validées à chaque fois par nos utilisateurs finaux, puisque c'est ça qui est intéressant, et qui nous intéresse vraiment dans le processus de design thinking. Et puis la dernière partie, une fois qu'on aura validé tous nos prototypes, la dernière phase, c'est l'implémentation pour sortir une première version de notre projet. Dans un contexte de formation, on peut utiliser le design thinking justement pour essayer de comprendre vraiment les attentes, les craintes, ce qui n'a pas fonctionné aussi dans les formations précédentes, pour se dire, je vais passer du temps à aller vraiment à la recherche, en enquête, pour vraiment comprendre en fait pourquoi les participants sont là, pourquoi est-ce qu'ils se déplacent, pourquoi est-ce qu'ils investissent du temps et de l'argent. Et pour leur donner, en fait, le but, c'est vraiment de leur donner un maximum de satisfaction. Le design thinking, c'est toujours de l'innovation for good, c'est-à-dire créer de l'innovation pour faire du bien autour de soi, que ce soit pour nos utilisateurs, nos formateurs, nos participants à nos formations, et aussi tous nos clients. Je vous donne un exemple concret. Il y a une entreprise qui s'appelle General Electric qui fait des IRM pour les adultes. Et puis, il se trouve qu'il y a des enfants qui utilisent ces IRM aussi. Et il y a beaucoup de remontées du terrain qui disent que les enfants pleurent, que les enfants commencent à s'énerver un petit peu dans les IRM, etc. Donc, ça crée des vrais problèmes pour faire passer des enfants dans ces IRM. Et les ingénieurs de General Electric se disent, tiens, on n'a qu'à faire une machine pour les petits. Et puis, il y a un des ingénieurs qui a entendu parler du design thinking et qui se dit, on va plutôt prendre l'état d'esprit du design thinking et on va repartir de zéro. C'est-à-dire qu'on va aller sur le terrain et on va plutôt ouvrir nos chakras et se dire, qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas dans ces IRM. Et en fait, ils vont interviewer donc des enfants, des parents, du personnel hospitalier, ils vont participer aussi à des séances d'IRM et ils vont très vite voir
que ce qui ne fonctionne pas, c'est l'expérience. C'est pas la machine, en fait, c'est l'expérience. Et ils vont réfléchir à créer une expérience qui soit une expérience pirate, avec le personnel hospitalier, s'il le souhaite, qui peut venir avec un bandeau noir sur l'œil et déguisé en pirate ou avec un perroquet en plastique, et qui va raconter un petit scénario pour que les enfants dans l'IRM ne puissent plus être stressés et ne bougent pas tout en sécurité. Et en fait, ça marche tellement bien que ces ingénieurs sont passés du travail d'ingénieur à un travail d'expérienceur, et c'est ça qui fonctionne vraiment bien dans le design thinking. Déjà, le premier enjeu, c'est créer de l'innovation. Ça sert à ça, c'est un process qui est dédié à ça. Le deuxième enjeu, c'est créer de l'empathie en utilisant l'intelligence collective dans une équipe qui va être pluridisciplinaire et qui va travailler vraiment sur les faits, qui va travailler sans manipulation, dans la sincérité. Ça, c'est vraiment, vraiment un des états d'esprit principaux du design thinking. Le troisième enjeu, c'est aussi de pouvoir prendre des décisions qui vont être importantes pour les participants, pour le noyau dur de l'équipe, mais aussi pour l'entreprise et puis pourquoi pas pour des sujets sociétaux. Et le quatrième enjeu, c'est de donner du sens au travail, puisque les équipes pluridisciplinaires vont travailler directement sur un sujet qui les impacte et qui vont savoir pour qui elles travaillent, qui sont leurs utilisateurs finaux, qui sont leurs clients finaux. Ça permet à long terme de travailler sur l'absentéisme, puisque quand on sait pourquoi on travaille, quand on sait pour qui on travaille, et pas seulement pour son boss, mais aussi pour des vraies personnes que l'on aura rencontrées sur le terrain, et forcément, ça permet de jouer sur l'absentéisme, pourquoi pas le bore-out, et puis, dans une autre mesure, le burn-out directement. Alors oui, on peut tout à fait utiliser l'intelligence collective en formation, ne serait-ce que pour faire ce qu'on appelle de la fertilisation croisée, c'est-à-dire qu'une personne qui a beaucoup d'expérience peut apprendre aussi à une personne qui a moins de connaissances ou moins d'expérience. Je vais vous donner un exemple extrêmement simple, ça s'appelle le Word Café, qui est un outil d'intelligence collective. On va prendre un grand sujet sur lequel les participants doivent répondre et on va le diviser en plusieurs sous-questions. Par exemple, 3 ou 4. On va poser une question sur une table. Donc, si on a 3 sujets, on a 3 tables. Et on va faire bouger des petits groupes pour qu'ils puissent répondre à la question ou aller chercher sur Internet ou aller trouver de l'inspiration, etc., etc. Et ça, c'est le round numéro 1. On va leur faire écrire ce qu'ils savent déjà sur le sujet. Ça va durer à peu près 7 à 10 minutes maximum. Et puis après, on a le deuxième round où on va faire bouger en fait les participants de table pour qu'ils puissent lire ce qui a été proposé par le groupe précédent dans le round précédent. Et puis d'ajouter de l'information, d'aller compléter, d'aller peut-être changer des idées qui sont peut-être pas forcément les meilleures, pour pouvoir proposer d'autres choses. Et tout ça aussi pendant 7 à 10 minutes. Et puis, c'est la fin du deuxième round. On va passer au troisième round. On va faire bouger à nouveau les participants sur un autre sujet, ce qui fait que tout le monde aura participé à proposer quelque chose sur chacun des sujets. Et le dernier groupe est le groupe valideur, c'est-à-dire qu'il va relire tout ce qui a été proposé et va confirmer définitivement, en allant vérifier des informations, etc., ce qui a été proposé par les groupes précédents. Et puis après, on fait une restitution et le formateur confirme, ajoute du contenu. Ça permet de changer de voie, ça permet de créer aussi de la formation qui soit très active avec des gens qui vont aller chercher eux-mêmes des informations et qui vont fertiliser ces idées les uns avec les autres. Ça permet aux participants de s'engager dans la formation en étant actifs, en étant proactifs même, puisque c'est eux qui vont aller vraiment, vraiment chercher l'information. Et puis, comme on l'a produite, c'est beaucoup plus facile de la retenir et de la réutiliser plus tard.